Alors, le troisième intervenant va aussi rebondir sur cette question du marché et de l'État, sur la question des ressources rares, mais aussi des nuisances et sur la manière de régler cette question. Merci Jean-Yves. Alors effectivement, je ferai quasiment aucune référence directe au texte, à l'encyclique que j'ai lu. Je partage quand même le point de vue, entre autres, à Pierre de Lauzun. J'étais un peu surpris par ce texte, en essayant d'anticiper la façon dont il serait reçu et interprété par la plupart des gens, enfin sur ses effets. La première partie de cet après-midi m'a montré qu'il y avait aussi des aspects intéressants. J'espère donc que les gens verront surtout les aspects dont on a parlé durant la première partie de cette réflexion cet après-midi, et un peu moins peut-être eh bien, ce que les politiques en ont déjà tiré. Mais enfin, j'ai bien retenu que peut-être le pape était rusé, et qu'en fait il avait fait ça pour nous donner l'occasion de parler de ces choses-là. Et donc, ben, je vais justement profiter de l'occasion pour donner un peu le point de vue des économistes. Alors, mon propos s'inscrit tout à fait, je crois, en cohérence avec ce que mes deux prédécesseurs ont dit. Le point de vue de l'économie sur ces questions de développement, et peut-être je vais insister un petit peu plus sur les questions de ressources et peut-être de ressources en accès libre, etc. Alors, je vais partir du départ. Et le départ, ça consiste à essayer de bien comprendre ce que nous, en tout cas, on identifie comme le problème économique. Le problème économique, c'est avant tout satisfaire nos besoins. Alors évidemment, ces besoins sont très variés. Je crois qu'il ne s'agit pas d'être réducteur dans la définition des besoins. Et même, on peut probablement s'enrichir de la lecture de cette encyclique pour savoir quelles devraient être nos priorités, quels sont les besoins. L'économiste est en général neutre à l'égard de ses besoins, c'est notre façon de dire les choses en bref. Par contre, il s'attache au fait que, en général, pour satisfaire des besoins, nous sommes confrontés à une rareté des ressources, la plus importante étant peut-être le temps. Vous avez beau être qui vous voulez, il y a quand même 24 heures dans une journée, on a plein de besoins à satisfaire, spirituels, très physiologiques, etc. Et donc il nous faut gérer cette ressource. Et donc l'économie est souvent vue comme la science de la gestion de la rareté. C'est une définition même que l'on inflige à nos étudiants souvent en première année, et même au-delà d'ailleurs. Ce qui fait souvent dire de l'économie que c'est une science un peu lugubre, parce que l'économiste est là pour vous rappeler, ou serait là pour vous rappeler, attention, les ressources sont rares, il faut bien gérer les choses, etc. Et c'est vrai que c'est l'un des aspects de l'économie, mais si vous en restez là, je crois que vous êtes un pauvre économiste et que vous n'avez pas compris la dynamique de nos économies. Alors une personne qui d'ailleurs, je crois que c'est après ses écrits qu'on a commencé à qualifier l'économie de science lugubre. C'est justement notre ami Malthus. Notre ami Malthus. C'est vrai que quand on lit Malthus, on sort les mouchoirs. Voilà, la population qui grandit très vite. Et c'est un peu intéressant de voir que, voilà, même pratiquement 2 siècles plus tard, il nous semble relire souvent Malthus, cette population qui grandit très vite, les ressources qui sont trop limitées, etc. Alors, plutôt que de lire le disciple, il vaut mieux aller lire le maître. Le maître, c'est Smith, le fameux Adam Smith, qui, à mon avis, était un personnage bien plus perspicace et, d'une certaine façon, bien plus optimiste, mais pour de bonnes raisons que son disciple Malthus. Mais c'est assez intéressant. Malthus donc écrit sur la gestion de la rareté. Il y a des ressources, elles sont là, elles sont rares, enfin. Et alors que son maître, Smith, écrivait sur la création de richesses. C'est incroyable le glissement qu'il y a eu de gens qui se centraient à la fin du XVIIIe
Smith sur la création de richesse, puis Malthus sur la gestion de la rareté. Il y a eu voilà, le projecteur a changé de direction. Alors justement, que disait Smith? Smith disait que la richesse, c'est-à-dire notre capacité à satisfaire nos besoins, c'est ça la richesse chez Smith, c'est notre capacité à satisfaire nos besoins, sont démultipliés par la division du travail, la coopération, l'échange et l'élargissement des connaissances qui en résultent. C'était ça la leçon de Smith, premier chapitre de son ouvrage majeur. Mais Malthus n'a pas suivi cette leçon, et avec lui, la plupart des économistes du 19e et malheureusement une grande partie des économistes du 20e, à l'exception de ceux qui sont dans cette table ronde. Non, il y a plus d'exceptions que ça, mais quand même, beaucoup de gens voient l'économie comme la gestion d'une rareté qui est là, qui est donnée. Je voudrais faire référence à un deuxième économiste qui, justement, vers la fin du 19e, a apporté un petit peu de renouveau à une science qui partait vers la science de l'ingénieur un petit peu, qui perdait le fil, qui avait perdu, à mon avis, l'inspiration qui était encore chez Smith. Cet auteur, c'est un Autrichien, Karl Menger. Et j'aime bien citer cet auteur, je me rappelle la première fois que je l'ai lu, il met 3 ou 4 pages dans les premiers chapitres de son ouvrage pour définir ce qu'est un bien économique. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça c'est quelqu'un qui aime vraiment enfoncer les portes ouvertes. Un bien économique, c'est un bien économique, une ressource, quoi. D'ailleurs, quand j'ai pris mes cours d'éco, soit X, Y, Z, les biens économiques, et puis après on maximise. Et il disait, non, dans la nature, il n'y a pas de biens économiques, il n'y a pas de ressources dans la nature. Il y a des choses, il y a des individus. Et pour qu'une chose, ou un individu d'ailleurs, devienne une ressource, il faut qu'il y ait le regard de notre individu sur cette chose, sur cet individu. Et qu'il y ait avec cette chose, cet individu, je pourrais satisfaire un besoin. Donc finalement, les ressources ne sont pas données. Il ne faut pas comprendre, et évidemment, quand je lis cette encyclique, j'ai l'impression que cette idée d'un stock, là, qui est limité, cette idée, elle est là, même si, on a bien compris, c'est pas l'essentiel, probablement, de l'encyclique, n'empêche que quand on le lit, il semblerait qu'on rentre dans cette vision trop répandue. Les ressources ne sont pas données, les ressources sont créées par notre regard, par notre imagination. Je crois qu'on a eu pas mal d'illustrations dans les deux interventions qui ont précédé. Il y a un auteur décédé maintenant qui s'appelait Julian Simon, qui a écrit un ouvrage qui s'intitulait en anglais The Ultimate Resource, et je crois qu'en français ça a été traduit par L'homme, notre dernière chance. Parce que la ressource ultime, du coup, c'est notre capacité à créer, à imaginer, à nous ajuster, etc. Alors, pour la petite histoire, ce Julian Simon qui était connu dans les années 70-80, avait fait un pari avec, alors son nom m'échappe, mais celui qui avait écrit La bombe de la population, quelque chose comme ça, qui s'appelait Erich dans les années 70. Enfin, un malthusien de l'époque, des années 70, l'époque du rapport Mido, etc. Et Julian Simon avait fait ce pari avec ce monsieur qui était très populaire, qui avait vendu des centaines d'ouvrages, un peu le Piketty de l'époque. Et il choisissait 10 ressources, 10 biens, je vous laisse choisir, et je vous fais le pari que dans 10 ans, les prix seront plus faibles. Donc prenez 10 biens dont les prix, selon vous, vont augmenter parce que la population augmente et qu'on est à court de ressources. Donc donnez-moi 10, on fait le pari, et ils ont fait le pari. Et alors je ne me rappelle plus ce que l'autre avait choisi, mais genre du cuivre, des choses un peu bizarres dont il pensait que ça inexorablement va venir à en manquer. Donc il a choisi comme ça des ressources, et il se trouve que le prix des 10 ressources a baissé. Et donc Julian Simon, il a dû se battre, mais il a fini par se faire payer, puisqu'ils avaient fait un véritable pari. Voilà. Alors pourquoi? Eh bien, évidemment, parce que lorsqu'effectivement une ressource, ou en tout cas un bien se fait rare, une chose se fait rare, parce qu'elle sert à satisfaire beaucoup de besoins urgents, son prix effectivement augmente, et cette montée des prix va inciter les gens à chercher des substituts, à chercher d'autres façons de satisfaire ce même besoin. Donc effectivement, si la logique humaine est respectée, on revient quelques temps plus tard, on devrait voir ces prix plutôt baisser,
C'est ce qui va probablement arriver au pétrole, on en parlait il y a un instant, qui va rester sagement là où il est aujourd'hui emprisonné. Alors, il faut que je... alors donc, pour que ce système fonctionne, il faut évidemment des signaux. Dans l'exemple que j'ai pris, le signal, c'est le signal prix. Le signal prix lui-même suppose évidemment qu'il y ait des marchés, qu'il y ait de la propriété, qu'on s'échange et qu'à travers ces échanges, l'information circule sur les besoins, sur les urgences, sur les priorités. La propriété est donc un système indispensable. Propriété que Smith d'ailleurs appelait le système de liberté naturelle. Et dans un système de liberté naturelle, c'est-à-dire de propriété, les gens s'échangent des choses et donc révèlent ainsi leurs besoins, leur degré d'urgence, et cela incite d'autres à chercher des solutions pour répondre à ces besoins, etc. Alors, je voudrais terminer juste par quelques mots sur ce qu'on appelle la question de la gestion de tout ce qui touche un petit peu à l'environnement. Je voudrais faire deux remarques très rapides, en fait, deux références à deux auteurs qui me semblent importants. Le premier, c'est que, et on a parlé du marché du carbone, la propriété, les institutions de la propriété sont coûteuses à mettre en place. De façon générale, la mise en place d'institutions, c'est quelque chose qui coûte, il faut se mettre d'accord, il faut se répartir les choses, il faut un système de contrôle ensuite, des sanctions pour ceux qui ne respectent pas l'arrangement institutionnel, etc. Les êtres humains en général se cassent la tête, si je peux dire, pour mettre au point des systèmes lorsqu'ils sentent qu'il y a un problème qui est pesant pour eux. Prenez la pollution, par exemple. Je pense que la pollution, honnêtement, au XIIIe siècle, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Ils avaient d'autres soucis, qui étaient de manger, qui étaient de se nourrir. Je pense que dans certains pays, malheureusement d'ailleurs, on peut le regretter, autour de la planète aujourd'hui, on en est un peu là. Le jour où la pollution devient quelque chose qui, subjectivement, nous semble vraiment avoir un coût élevé, eh bien on va réfléchir, on va s'asseoir, on va mettre au point des arrangements institutionnels, comme peut-être ces marchés de permis de polluer, etc. Donc ça, c'est le premier point. L'être humain, les êtres humains se réagissent lorsque un problème leur semble important, mais là, il faudrait peut-être... je ne sais pas si on aura le temps pour la discussion, et lorsqu'ils commencent à entrevoir une solution. C'est un ami historien qui me faisait remarquer ça, il me disait, regardez, quand est-ce qu'on a commencé à se soucier, par exemple, d'envoyer les enfants à l'école? Quand globalement, économiquement, ça commençait à devenir quelque chose de jouable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ce point, on le trouve, par exemple, bon, chez les auteurs, mais peu importe les noms. Le deuxième point, c'est que, évidemment, il y a un certain nombre de choses dont on se dit, bon, ça, je vois mal comment on pourrait se les approprier, comment on pourrait définir des droits exclusifs et donc avoir des marchés sur telle et telle chose et donc avoir tout ce système vertueux que j'ai très rapidement évoqué. Il y a un certain nombre de choses, de ressources, si vous voulez, dont il est très difficile d'exclure, les fameuses ressources en commun, alors les forêts, les océans, les bancs de poissons, les nappes phréatiques, les pâturages, tout ça. Et c'est vrai que là, le coût de l'exclusion est difficile, et ça va être très délicat, dans certains cas, de mieux gérer cette ressource et de pouvoir enclencher ce processus entrepreneurial, parce qu'on n'arrive pas à gérer l'accès à la ressource. Il y a un auteur, un prix Nobel, je crois que c'est la seule femme qui a eu le prix Nobel, s'appelle Ostrom. Elinor Ostrom, prix Nobel 2009, décédée malheureusement il y a un an ou deux, qui a écrit un très beau petit ouvrage, qui s'appelle Gouvernance des ressources. Common Goods, je ne sais pas comment ils ont traduit en français, mais l'ouvrage a été traduit en français. Et elle a passé sa vie à montrer comment, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, très souvent les individus d'eux-mêmes, alors c'est pas tout à fait le marché, mais c'est certainement pas l'État, parce que c'est entièrement volontaire, c'est sans coercition, ont mis sur pied
des arrangements pour gérer des choses telles que les pâturages en Suisse, les forêts au Népal, les systèmes d'irrigation dans de nombreux pays, même parfois les systèmes de sécurité. L'idée, c'est que, une fois encore, et ça complète le premier point, là où les gens sentent qu'il y a un besoin, là où il y a un problème, l'être humain, créature de Dieu, en général, reste pas là à se tourner les pouces et à se dire « Tiens zut, quel gros problème, c'est dommage, on va continuer à se faire piquer par les moustiques, on n'aura plus d'eau dans 2 mois, etc. » Ils mettent au point soit des systèmes de propriété là où c'est possible, soit des systèmes plus sophistiqués d'appropriation en commun. Ce sont des systèmes plus sophistiqués, mais qui marchent, qui fonctionnent, et qui souvent ont traversé des siècles. Donc, pour terminer, je juste reprendrai un slogan de Elinor Ostrom. Elle disait toujours « Think globally, but act locally ». Penser globalement, c'est vrai qu'il y a des problèmes comme ceux de l'environnement qui, par définition, sont des problèmes globaux. Ça ne veut pas dire que la solution doit forcément venir d'en haut. Parfois, la solution à des problèmes qui, effectivement, en touchent tout le monde, sont des solutions qui passent par les gens qui sont sur le terrain. Voilà, et puis donc mon propos général, je crois, est qu'on a toute raison de ne pas avoir peur, à condition de savoir mettre sur pied ces bonnes institutions qui permettent à cette capacité créatrice de l'individu de se mettre en action. Sur la question de la propriété, des droits de propriété, je voudrais juste attirer votre attention sur un passage de Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, seconde et deuxième partie de la deuxième partie. La question 66 s'appelle « Est-il licite de posséder un bien en propre ?» Et il donne un certain nombre d'arguments, et le premier qu'il donne, il emprunte directement à Aristote. Et cet argument est le suivant: chacun gère mieux ce qui lui appartient en propre qu'un bien commun à tous ou à plusieurs, parce que chacun se repose sur les autres. Et il ajoute un exemple: ainsi, c'est ce qui se passe dans une maison où il y a de nombreux serviteurs. Et donc, la question de la propriété est centrale. Et ce qu'a expliqué Pierre, qui me semble très important, c'est que dans tous ces problèmes de pollution, d'environnement, de gestion des ressources rares, on aurait pu prendre des exemples de vente de poissons ou bien d'autres choses, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de droit de propriété et que la définition de droit de propriété exclusif, transférable, permettrait sans doute de régler un certain nombre de questions écologiques, bon, me semble-t-il.